Le scandale concernant le Dalai Lama, étant donné que la nouvelle s'est propagée de manière virale sur les réseaux sociaux concernant l'incident qui a eu cours par rapport au Dalai Lama récemment, j'ai décidé de faire un enregistrement pour commenter la nouvelle. En fait, dans le cadre d'une Dalai Lama, il était devant le public, il était filmé, et puis à un moment donné, devant l'Assemblée, il a demandé à un jeune enfant de monter sur la scène, de venir le voir. Et c'est un jeune garçon, eh bien, il l'a embrassé sur la bouche, il l'a caressé à plusieurs reprises. Et puis, il a collé son front contre le sien. C'est sûr que des gens qui sont sans doute fascinés par celui qu'on nomme comme étant l'océan de sagesse, ils se sont peut-être imaginés qu'en caressant son front contre le sien, il y avait comme un transfert d'un front à l'autre, là, de toute sa sagesse. Et par la suite, eh bien, il a demandé de sucer sa langue et il a sorti sa langue. Donc, au jeune garçon. Et ça a créé beaucoup, naturellement, là, d'indignation de la part de plusieurs personnes qui ont vu la vidéo comme moi. Et par rapport à ce geste, il y a plusieurs explications possibles. J'ai écouté récemment l'analyse du psychiatre Pierre Mailloux, psychiatre québécois spécialisé dans l'étude du comportement humain. Lui, il émettait comme hypothèse peut-être que le Dalai Lama, rendu à un âge vénérable, souffrirait peut-être de démence. Et lorsque la personne est atteinte de démence, eh bien, ça enlève les inhibitions. Donc, ça enlève la retenue. Donc, au lieu de se retenir par rapport au jeune enfant, ben non, il ne se retient pas. Il l'embrasse sa bouche, puis il demande de se faire sucer la langue par lui. Donc, s'il n'a pas toute sa tête, ses habiletés cognitives, advenant le cas que cette hypothèse soit réelle, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait à continuer à être le dirigeant du peuple tibétain en exil sur le plan spirituel et également politique? Donc, c'est sûr que si l'hypothèse du Doc Mayou pourrait être fondée, eh bien, à ce moment-là, ben, s'il fait de la démence, comme il semble le penser, parce qu'il a évalué plusieurs personnes qui sont âgées. Et bon, quand les gens font de la démence, ben, ça peut être le cas, par exemple, d'un homme qui va caresser les fesses d'une préposée aux bénéficiaires. Il n'y a plus d'inhibition ou se demander de se faire masturber par elle. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a certains comportements comme ça qui peuvent arriver. Il y a des gens qui sont d'ailleurs atteints de démence qui vont être violents avec les préposés aux bénéficiaires dans les résidences de personnes âgées. Donc, le point, c'est que, advenant le cas, qu'est-ce qui fait encore au pouvoir s'il n'y a plus les capacités cognitives pour diriger, avoir un poste d'autorité? Et sinon, ben, si c'est un geste intentionnel de sa part, parce que faut comprendre que le Dalai Lama bénéficie depuis plusieurs décennies d'une notoriété publique. Il a eu le prix Nobel de la paix. Et il est reconnu un peu partout, il est acclamé, il y a une foule d'adeptes à l'international qui vont boire ses paroles, etc. Et lui, c'est sûr que comme tout être humain, pourrait avoir envie de tirer sa profit de la situation. Et peut-être qu'à force d'être adulé un peu partout, puis que les gens, comment dire, ils ont une forme de sympathie très grande avec lui, ben ils laissent passer certains écarts que normalement, on n'accepterait pas. Mais au nom de la fascination, de la naïveté spirituelle, ben, on voit bien ce qu'on veut voir, dans le sens qu'il y a une perception sélective des faits ou enjolivée. Et tout ça pour dire que, dans le fond, il y a plusieurs hypothèses possibles par rapport à lui. Tu sais, moi, quand je regarde ça, c'est sûr qu'en ayant une fille en bas âge, je dirais pas va voir le Dalai Lama. Parce que ça, c'est le volet public. En public, devant des gens, il demande de sucer sa langue. Mais qu'est-ce qu'il pourrait demander de sucer en privé? C'est une question à se poser. Parce que soit qu'il est, bon, comme le Doc Mayou dit, il fait de la démence, puis il y a moins d'inhibition, ou c'est
son orgueil et son ego et le fait que les gens le vénèrent, etc., qui fait en sorte que, à quelque part, il est moins complexé que certains autres dirigeants. Sinon, bien récemment, j'ai écouté une vidéo très intéressante que Bertha, dans le fond, a partagée. D'ailleurs, je mettrai le lien web là, en plus d'une vidéo qui fait référence à l'incident du Dalai Lama. Si vous voulez le voir, en bas de l'enregistrement présent par rapport au bouddhisme et la loi du silence. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport aux bouddhistes? Bien, bouddhistes tibétains en particulier, auxquels il est question. Bon, ben, un peu comme dans le domaine de la religion catholique, il y a plusieurs personnes qui ont été accusées d'abus par rapport à des mineurs, d'agressions sexuelles, donc des gens qui sont des religieux dans le domaine de la propagation du bouddhisme tibétain. Donc, par rapport à des jeunes enfants, il y a eu des accusations, de documentaires en parlent. Est-ce que je suis surpris? La réponse, c'est non. Il y a un adage qui dit « Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Et qu'est-ce qui s'est passé avec le Dalai Lama? Bon, c'est sûr que je me questionne sur le personnage, mais ça fait plusieurs années de ça. Puis par rapport à l'enseignement du bouddhisme aussi, donc il y a plusieurs années, j'avais entré en contact avec le matériel du bouddhisme, puis j'étais plutôt détaché, puis au fil du temps, ben, je le suis de plus en plus. Et puis, par contre, je suis capable de reconnaître qu'au niveau de la méditation, entre autres la méditation pleine conscience, je trouve ça intéressant, mais d'une perspective occidentale et d'une perspective qui n'est pas idéologique. Donc, ces temps-ci, je me rapproche plus des travaux qui sont faits par des scientifiques occidentaux qui vont étudier, par exemple, les bienfaits d'une pratique de la méditation pleine conscience ou autre. Et si à partir de groupes de personnes, par exemple, qui sont atteints de la dépression, on observe une diminution des symptômes par rapport à eux, les gens se sentent mieux dans leur peau, bon, ben, à ce moment-là, il y a une utilité derrière ça, mais ça, c'est un volet en lien avec le bouddhisme, l'aspect méditation. C'est pas, par exemple, la croyance à la réincarnation, puis que d'une vie à l'autre, il y a quelqu'un qui se réincarne en Dalai Lama, puis c'est la même personne qui revient, puis non. Donc, la façon que je vois les choses, avec le temps, est de plus en plus pratique, moins idéologique. Donc, comme je l'ai dit il y a plusieurs semaines, j'ai changé pour plusieurs raisons, là, dans le sens que présentement, je ne crois plus à la réincarnation. Fait que là, si on me dit que présentement, la personne qu'on appelle le Dalai Lama, c'est la réincarnation d'un Dalai Lama précédent, là, d'un chef spirituel, puis c'est tout le temps le même qui se réincarne. Non, j'adhère pas à ça. Puis moi, la façon que je le vois, c'est comme un être humain comme un autre. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouvais intéressant de mentionner la perspective d'entrée-jeu du psychiatre Mayhew, qui l'appréhende comme un être humain habituel qui va évaluer, pas comme étant un être divin ou un être avec des pouvoirs ou des facultés là, particulières. Là, donc, tout ça pour dire que, un peu comme pour l'infaillibilité du pape, ben, quand les gens vont voir la vidéo qui circule, j'ai d'ailleurs montré à ma compagne, puis elle a été surprise de voir ça concernant le Dalai Lama, ben, on peut voir que c'est un être humain qui n'est pas infaillible. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça va sans doute permettre à des gens de sortir de la fascination pour lui, du dogmatisme. Puis, dans le fond, avec le temps, dans une perspective très pragmatique, je m'intéresse plus à des questions qui ont attrait à la conscience en relation avec une méthodologie de recherche occidentale. Comme par exemple, je me suis intéressé au chamanisme, et pas dans une optique d'avoir une transe liée à une pratique chamanique particulière associée à des croyances, mais plutôt avoir un type de transe qui peut être induit, par exemple, par rapport à l'écoute du son d'un tambour, expérience que j'ai déjà vécue, qui va amener une transe cognitive. Fait que étudier les choses, la méditation, la transe,
d'une perspective très pratique par rapport aux résultats concrets qu'on peut avoir dans notre vie. Comme moi, par exemple, je pratique régulièrement le yoga. Bon, ben ça m'aide à être en meilleure santé. Ensuite, j'avais, dans le fond, entendu parler de la méditation, la pratique de la cohérence cardiaque, donc inspirer puis respirer à 5 secondes d'intervalle. Si je fais ça pendant 10 ou 20 minutes, on peut suivre, dans le fond, un ballon qui descend et qui monte là, sur YouTube là, avec des vidéos, ce que j'ai expérimenté. Ben oui, ça détend. Faire des grandes respirations lentes et expirer lentement, est-ce que ça détend? La réponse est oui. Donc, d'y aller avec qu'est-ce qui est concret, fait que tout le folklore ou les croyances associées à de la religion ou associées à un maître, ben tout ça, ça s'en va. Et puis, cet incident en lien avec le Dalai Lama, peut-être que ça va contribuer à déspiritualiser des gens qui avaient une fascination par rapport à lui, par rapport à qu'est-ce qui est exotique, qu'est-ce qui est lointain. Des fois, on a tendance à avoir l'amour du lointain ou idéalisé. Donc, peut-être qu'il y a des gens que ça va servir à ça, tout simplement. Et puis moi, en lien avec le phénomène du Tibet, vers l'année 2012, ça remonte il y a plusieurs années, en fait. Ce que j'avais canalisé en lien avec ça, en état de transe, ça allait à l'encontre de ce qui est véhiculé dans les médias occidentaux. Puis j'avais même écouté le film qui est très beau sur le plan esthétique qui s'appelle 7 ans au Tibet, où il est question d'un alpiniste européen qui va au Tibet, qui est interprété par Brad Pitt, et puis qui noue un lien d'amitié avec le Dalai Lama alors qu'il était jeune. Et là, à travers le film, il est question de l'envahissement de la Chine au Tibet. Et il avait été abordé le fait que des représentants du régime communiste, lorsqu'ils ont été au Tibet, ben ils ont dit que la religion, c'est l'opium du peuple, donc c'est une espèce de drogue qui va créer une dépendance, qui va rendre les gens aveugles. Et avec le temps, j'ai tendance à le croire. Mais ce que j'avais canalisé, puis à cette époque-là, je donnais une certaine importance aux spiritualités orientales, au bouddhisme, des choses comme ça. Mais en 2012, ce que j'avais canalisé, puis j'avais été un petit peu surpris de ce que j'avais reçu, c'est que depuis plusieurs années avant l'année 2012, pour ce qui est de la question du Tibet qui est envahi par la Chine, je regardais des vidéos, puis c'était tout le temps des préjugés pro-Tibet, puis c'est des pauvres victimes, etc. Sauf que le point, ce que j'avais perçu en 2012, c'est qu'à quelque part, au niveau du plan de l'intelligence, eh bien, les gens au Tibet étaient sclérosés dans des croyances ancestrales sur une longue période de temps, et il y avait besoin de changer d'air, qu'il y ait une forme de renouveau. Et là, à ce moment-là, l'envahissement du Tibet par la Chine a amené à ce moment-là un changement culturel qui est imposé au peuple pour les sortir de croyances très lourdes par rapport au Dalai Lama, à différents personnages. Et la Chine a amené, entre autres, des technologies plus modernes au Tibet. Puis, c'est sûr que dans le fond, il y a un changement technique, un changement idéologique. Bon, c'est sûr qu'en tant qu'individu, je suis pas d'accord avec la violence, etc., qui a eu cours, sauf que le point, c'est qu'au Tibet, il y avait un enfermement idéologique associé à toute la culture du bouddhisme tibétain, les croyances, etc. Et là, il y a eu un choc de civilisation qui a fait en sorte que les gens qui vivent au Tibet ont eu accès à une perspective différente, la perspective chinoise. Certes, la perspective chinoise est en lien avec l'idéologie communiste, l'idéologie athée. C'est sûr que ça peut occasionner un embrigadement moral. Par contre, le point, c'est que ça a amené une brèche dans une structure de croyances qui était là depuis des générations. Et à quelque part, être encapsulé dans certaines croyances, ça amenait une forme de stagnation évolutive. Et c'est ce que j'avais capté en 2012. Et c'est sûr que aujourd'hui, en 2023, il fait sa capsule, la stagnation évolutive de vouer un culte au Dalai Lama puis de se représenter un individu comme étant un océan de sagesse,
ça fait quoi? Ben, ça fait qu'on met quelqu'un sur un piédestal, puis on renonce à reconnaître l'océan de sagesse qu'on peut porter en soi. Et c'est sûr que tous les rituels, les prières, etc., le folklore religieux qui est associé au bouddhisme, bon, s'il y a des gens qui adhèrent à ça, c'est leur expérience. Par contre, en ce qui me concerne, aujourd'hui, je crois plus Avant, je croyais à la réincarnation, pas nécessairement une perspective bouddhiste, mais plus en relation avec l'instruction supramentale telle que véhiculée par Bernard de Montréal. Et avec le recul critique, je me suis posé des questions sérieuses à l'effet si la croyance à la réincarnation n'a pas été utilisée par des instructeurs à caractère supramentaux pour rationaliser des éléments qui n'avaient pas de bon sens. Des comportements qui n'ont pas d'allure, dans le sens que, ben, un peu comme la vision du bouddhiste, quand j'ai écouté la vidéo, la bouddhiste, la loi du silence que partagé Berthold, que je trouvais intéressant. Bon, ben, il y a une femme, elle se fait violer, puis elle va se faire dire, ben, c'est parce que dans une autre vie, tu as déjà violé, puis en te faisant violer, ça équilibre ton karma. Donc, ça va comme neutraliser. C'est comme tu fais du négatif, du négatif, là, tu atteins comme ton point neutre. Donc, on peut utiliser cette croyance-là pour rationaliser le viol. Donc, il y a toutes sortes de récupération qui peut être faite, puis il y a des gourous à ce moment-là qui sont légitimés de faire des comportements qui sont moralement répréhensibles en justifiant « c'est à cause du karma, c'est à cause de ci ». Et ça peut amener à beaucoup d'abus de pouvoir, d'autorité. C'est sûr que ça doit être dénoncé sur la place publique. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, présentement, je suis beaucoup dans l'observation des faits par rapport à certaines croyances, certaines pratiques, puis les défier dans le quotidien. Donc, je vais écouter un enregistrement de méditation. Par exemple, un enregistrement de méditation guidée, si ça me permet de me détendre, ben c'est ça le résultat. Ou si ça me permet pas, ben je vais passer à autre chose. Je fais certaines pratiques, je fais des mouvements de Qigong régulièrement. Ça m'apporte de la détente, mouvement de yoga, je vais soulever des poids et haltères, faire de la marche. Finalement, c'est plus ces choses-là qui m'apportent du concret ou du bien-être que de lire des livres là, sur des croyances là, mystifiantes en lien avec des cultures orientales. Et puis, c'est sûr qu'avec le temps, je regarde tout avec un recul critique. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, c'est ça. C'est ça l'essentiel de mon message. Faire preuve d'esprit critique, à regarder qu'est-ce qui nous apporte concrètement un mieux-être par rapport aux différentes formes de méditation ou formes de visualisation, advenant le cas. Puis, c'est ce qui va conclure tout simplement cet enregistrement. J'ai pas besoin de parler pendant 2 heures ou 3 heures de temps. Donc, à bientôt tout le monde. Bonne fin de journée.